Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission. L'invité de la semaine reçoit pour vous aujourd'hui colonel Aboubakar Oulare, conseiller technique du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Il est également point focal national de la Convention sur la diversité biologique. Mon colonel, bonjour. Bonjour. Avant tout, je suis en vertical. Oui, repos. Pour commencer cette émission, vous étiez récemment en France pour un congrès. Est-ce qu'on peut savoir de quoi il s'agit? Je dirigeais la délégation guinéenne au Congrès mondial de l'Union internationale pour la conservation de la nature en Marseille, en France, à l'effet de représenter la Guinée à cet important rendez-vous au niveau international. Ce rendez-vous qui est comme un parlement pour la nature, c'est un parlement irremplaçable et inclusif, au cours duquel les gouvernements, les ONG et les représentants des peuples autochtones et des communautés locales ont chacun une voix. À cette occasion, donc, les décisions importantes se prennent pour une décennie en vue d'orienter la prise de décision des politiques au niveau de chacun des États. Nous étions donc à ce forum international pour participer à ce congrès au nom de notre pays et pour participer aux assises également. D'accord. Est-ce que c'est la première fois que ce forum-là se tient? Le Congrès mondial de la nature se tient une fois chaque 4 ans. Le premier congrès s'est tenu en 1948 à Fontainebleau, en France, et nous en sommes à la 25e édition. Donc il s'agit d'un long processus déjà, et le congrès a fait un long chemin. D'accord. Vous avez participé combien de fois? J'ai participé déjà, c'est la 3e fois que je fais ma participation au congrès mondial, pour représenter notre pays et pour discuter de questions de conservation de la biodiversité et de la nature de façon générale. D'accord. Quelle a été la particularité de cette année? La particularité du congrès de Marseille de 2021 a été que ce congrès a coïncidé à une épidémie au niveau planétaire, au niveau mondial. Ah oui, coronavirus. Le corona donc a pratiquement bouleversé tous les grands courants au niveau mondial, qu'il s'agisse de courants économiques ou de courants de la conservation. Il devait se tenir depuis 2020, mais il a été reporté à cause de cette pandémie. Et c'est celui-là donc qui a été vraiment la principale préoccupation. Et à cause du corona, une recommandation forte a été de demander aux États d'investir davantage en matière de protection de la nature et d'utiliser les recettes de la nature pour protéger la nature. D'accord. En quoi cette rencontre était utile pour la Guinée? La Guinée a été d'abord parce que notre pays est membre de l'Union internationale de conservation de la nature. Nous sommes membres de plein droit. Ah oui. Ensuite, nous avons soumis 3 projets pour lesquels nous sommes allés pour discuter avec les partenaires auxquels les projets ont été soumis. Le premier projet porte sur le développement de ce qu'on appelle le projet Biodiversité 2030. Et ce projet vise à faire une caractérisation au niveau national en ce qui concerne les principaux secteurs socio-économiques qui dégradent l'environnement. Cette étude a été faite, donc nous sommes allés la présenter. Et ces secteurs ont été notamment l'exploitation minière, l'agriculture itinérante sur brûlis et l'exploitation forestière. Il s'agit donc de mettre en œuvre les mesures qu'il faut pour atténuer l'impact de ces activités sur la nature. Le deuxième projet portait sur la formulation d'un vaste programme de protection des corridors biologiques de migration de la faune, puisqu'actuellement, on s'est aperçu que l'agriculture, la construction d'ouvrages hydroélectriques, la construction de nouvelles villes, de nouveaux chemins, de nouvelles routes, permet de couper les corridors sur lesquels la faune se déplace, la faune migre. Et il faut faire en sorte que ces corridors puissent être reliés afin de diminuer l'impact de la récession économique sur les espèces. C'est-à-dire qu'une espèce, lorsqu'elle est isolée à elle seule, elle est dans une forêt par exemple, elle ne communique pas avec d'autres, il va avoir naturellement des problèmes de consanguinité. Et ces problèmes de consanguinité peuvent amener les espèces à disparaître. Donc il s'agit d'un projet de mise en relation des différents grands bosquets ou des grands massifs forestiers qui existent actuellement pour que la faune, qu'elle soit terrestre, qu'elle soit aérienne,
pour que cette faune puisse migrer d'un point à un autre et faciliter l'échange génétique. Le troisième a été que nous avons échangé avec les autres pays en ce qui concerne notamment la réserve de biosphère ou le site du patrimoine mondial des Monimba. Ce site va connaître une exploitation minière pas de très grande envergure. Nous sommes allés donc pour présenter les relations qu'il y a entre l'État guinéen, c'est-à-dire la participation de l'État guinéen du public, avec la collaboration du moins avec le secteur privé, puisque c'est la Société des mines de fer de Guinée qui va faire cette exploitation entre Griffes en Bistouri. D'accord. Donc voir comment les deux entités peuvent développer un partenariat public-privé. Voilà donc les grands champs que nous avons entretenus pendant notre séjour avec notre délégation à Marseille en France. D'accord. Est-ce que les projets énumérés ont eu des financements? Les projets ont eu des financements pour des études de base. Ces études sont presque achevées. Et en ce qui concerne le Monimba, les études en sont en cours encore parce que les études d'impact environnemental de la future exploitation n'ont pas été encore achevées. Donc il s'agit pour le projet en relation avec les corridors biologiques. Ce projet il est en cours de financement. Et le projet en relation avec la biodiversité, il est en cours de financement aussi puisque des activités ont été déjà exécutées. Et le projet sur les Monimba, il n'a pas encore démarré. Mais parallèlement aux études d'impact environnemental, le Fonds pour l'environnement mondial est en train d'appuyer actuellement des mesures de conservation au niveau transfrontalier, c'est-à-dire Guinée, Côte d'Ivoire et Libéria, pour préserver mieux la biodiversité. D'accord. Aujourd'hui, à part des projets énumérés, est-ce qu'il y a d'autres espoirs? Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui ont été débattus? En ce qui concerne la Guinée, ce sont ces idées que nous avons amenées. Mais globalement, il y a eu beaucoup de points qui ont été soumis. Il y a eu 148 recommandations qui ont été axées sur 4 principaux thèmes. Le premier, c'est les réflexions sur le cadre mondial de la biodiversité dans la décennie qui va commencer, c'est-à-dire 2021-2030, le nouveau cadre mondial. Ensuite, la nécessité de mobiliser des financements. La recommandation forte a été faite que les États mobilisent jusqu'à 10% de leur budget intérieur pour financer la conservation. Également, la recommandation a été faite de mieux intégrer les changements climatiques, la désertification, de faire en sorte que ces deux conventions intègrent davantage la biodiversité dans le cadre de la conservation et de la préservation. Voilà donc les principaux thèmes qui ont été débattus et qui ont abouti sur 148 recommandations. D'accord. Il y a combien de pays qui ont participé, par exemple, à ce forum? L'Union internationale de la conservation de la nature comprend 1500 membres. Oui, 1500 membres. Oui. Et ces membres sont de 3 catégories. Il s'agit des gouvernements, des ONG, des peuples autochtones et des communautés locales. Je ne pourrais pas dire le nombre de pays, mais je sais qu'à l'échelle mondiale, la plupart des pays sont membres de l'Union internationale pour la conservation de la nature. D'accord. Les projets énumérés là, est-ce que l'État guinéen a sa part de contribution ou bien tout est financé par l'extérieur? Non, l'État guinéen a une contribution au sens que il ne s'agit pas toujours de contributions financières directes, ce sont des contributions indirectes à travers la mise à disposition de locaux, à travers les services que nous-mêmes, cadres nationaux, payés sur le budget de l'État, nous faisons qui ne sont pas rémunérés. Et tout cela correspond en nature à la contribution de l'État guinéen à la mise en œuvre de ces projets. D'accord, mesdames et messieurs, c'était les propos du colonel Aboubacar Oularé, conseiller technique du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. On marque une courte pause et on revient pour continuer cette émission. Gardez votre position. Salam existe en jus de fruits naturel, en boisson gazeuse et en eau minérale aromatisée. Salam, souriez à la vie. Retour sur ce plateau avec notre invité de parcours, colonel Aboubacar Oularé, conseiller technique du ministre de l'Environnement, des Eaux et Forêts. Vous venez de parler de la rencontre internationale à Marseille, c'est en France. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un mot à dire sur le reboisement entamé depuis quelques années par les autorités d'alors?
Et en ce qui concerne le reboisement, il faut avouer que le reboisement est une réponse à un état de dégradation. Oui. Depuis quelques années, donc, on s'est aperçu que la couverture végétale sur l'ensemble des écosystèmes continue à se dégrader. Et l'État guinéen a mis en place un certain nombre de mesures allant du reboisement sur terrain nu jusqu'aux techniques de restauration des forêts et des savanes dégradées. Donc, une vaste initiative présidentielle avait été lancée déjà en vue de satisfaire les engagements de la Guinée, non seulement au défi de Bonn, mais aussi au défi de Kigali, où la Guinée s'est engagée à restaurer et à reboiser un certain nombre de superficies pour essayer de pallier à la dégradation poussée de la couverture végétale, qui, selon certaines estimations, serait d'environ 35 000 hectares par an. Ce qui est chaque année, ce qui est assez dramatique. Ok. En tout cas, on vous a vu sur le terrain, le ministère, les cadres du ministère de l'Environnement qui étaient beaucoup déterminés pour rendre la nature belle. Maintenant, est-ce que le réchauffement climatique et la coupe abusive des bois, quelles sont ses conséquences sur la disparition de la faune et de la flore? La faune a pour habitat les écosystèmes. Et les écosystèmes sont constitués des terres, des eaux et de la couverture végétale. Oui. Lorsque cet habitat, lorsque ce lieu de refuge est dégradé, l'on assiste soit à une migration, que les espèces qui sont dans les portions qui ont été dégradées se déplacent, soit celles qui ne peuvent pas se déplacer peuvent être amenées à disparaître, ou bien celles qui restent peuvent apprendre de nouvelles habitudes, de nouveaux comportements. Donc, il y a un lien naturel entre la faune, la flore et leur habitat. Ce qui fait donc que lorsqu'on veut entreprendre des activités allant dans le sens de l'économie, de l'écologie, ou allant dans le sens de la satisfaction des besoins de base, il est important de faire en sorte que l'on ne puisse pas empiéter davantage la nature, que l'on ne puisse pas empiéter davantage l'habitat de ces espèces. Sinon, c'est comme un homme. Lorsque ton habitation est détruite, si tu as les moyens, tu reconstruis. Si tu n'as pas les moyens, tu es obligé de quitter là où tu étais avant. C'est pourquoi on a assisté ces derniers temps à la disparition de plusieurs animaux, par exemple, hein, parce que il y a ce qu'on appelle le lièvre. Nous les enfants d'aujourd'hui, on ne connaît pas. Hein. C'est vrai qu'on parle de disparition, mais la disparition n'est pas très dramatique en Guinée. Pour le spécialiste. Il s'agit de certaines espèces dont les populations se sont beaucoup aminuisées. Si je prends les grandes espèces phares comme l'éléphant de savane, il a presque disparu de la Guinée. Il y a que quelques spécimens donc, qui sont à la frontière entre la Guinée et la Guinée-Bissau. Et pourtant, nous avons par contre l'éléphant de forêt. Il y a aussi les espèces phares comme le lion, comme la panthère, dont les populations ont été très réduites, c'est vrai, mais elles n'ont pas disparu, puisque la disparition signifie que l'espèce ne se rencontrera plus. Oui. Il s'agit de populations donc, qui sont menacées. Et c'est ça qu'on doit éviter. Exactement, qui sont menacées. Et ces populations donc se sont retirées dans les lieux les plus reculés, les lieux où il y a peu de population humaine, de façon à préserver leur vie. Donc, à date, c'est dans cette situation que l'on se retrouve. D'accord. Quand on regarde, par exemple, le Monimba, vous savez, c'est une référence. La forêt, l'année passée, on a vu des équipes sur le terrain pour dénoncer certains comportements des populations qui contribuent beaucoup à la dégradation de cette nature. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce niveau? Le Monimba, je vais appeler les Monimba puisqu'il y en a plusieurs. Il y a plusieurs massifs qui constituent les Monimba. Exactement. Et sur le plan international, c'est non seulement une réserve de biosphère, qui contient aussi un bien du patrimoine mondial, mais il faut avouer que, contrairement à ce que la plupart des gens disent, une réserve de biosphère a un zonage. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de gestion qui sont mis en place, de façon à ce que, en allant de l'intérieur vers l'extérieur, il y a la zone de protection intégrale, et s'agissant du Monimba, c'est le bien du patrimoine mondial, qui est une petite superficie. Ensuite, la zone tampon et la zone de développement. Les activités
d'utilisation de ressources ne sont pas autorisées en zone de protection intégrale. Il s'agit du noyau en réalité. En zone tampon, ils ne sont autorisés que des activités d'expérimentation ayant un faible impact sur l'environnement. Décrypter un peu. Pendant qu'en zone de développement... En clair, parce que zone tampon, zone... Vous voyez, donc une zone tampon ou bien... Voilà, expliquez-nous un peu. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Les Monimba, c'est une réserve de biosphère. Une réserve de biosphère est un label, c'est un nom au niveau international donné par l'UNESCO, qui concilie à la fois la recherche scientifique, la conservation et le développement local. Et le zonage qui est prévu, le zonage, c'est le découpage intérieur d'un site de conservation d'une aire protégée en allant de l'intérieur de l'aire protégée vers l'extérieur. Donc les Monimba, en allant de l'intérieur des Monimba, on a le bien du patrimoine mondial. Le bien du patrimoine mondial, c'est une toute petite superficie sur laquelle il y a les crapauds vivipares. Ça ne concerne pas toute la superficie des Monimba. Et là, c'est ce qu'on appelle la zone de protection intégrale. C'est une zone qui est protégée intégralement contre tout facteur de dégradation. Lorsque l'on quitte le noyau, le centre, en allant vers l'extérieur, la première enveloppe de zonage qu'on touche, c'est la zone tampon. La zone tampon, c'est une zone qui est très proche du noyau central et dans laquelle ne sont autorisées que des activités de démonstration, des activités qui n'ont pas un impact, un grand impact sur la zone de protection intégrale ou le noyau. Puis plus tard, en dehors, la dernière enveloppe est appelée la zone de développement ou la zone d'utilisation multiple où il y a la population. Donc quand les populations font des activités d'agriculture qui ne nuisent pas à l'environnement, des activités d'élevage, ce ne sont pas des activités qui sont contraires à la gestion des Monimba, mais c'est plutôt des activités qui sont autorisées, mais de façon à ce que ces activités n'aient pas d'impact direct, n'aient pas d'impact très significatif sur la préservation de la ressource. Donc souvent, quand les populations font certaines de ces activités en zone de développement, les gens pensent que c'est prohibé, c'est interdit. Ce n'est pas du tout interdit, mais il faut que ces activités soient compatibles avec les besoins de la conservation, avec les objectifs qui sont fixés. C'est comme ça que ça se passe dans la plupart des aires protégées. D'accord. Aujourd'hui, quel conseil prodiguez-vous à la population pour éviter la disparition de la faune et la flore, mais surtout nos cours d'eau, surtout quand on sait que depuis très longtemps, on considère la Guinée comme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest? Il faut avouer que les populations sont conscientes du recul des forêts. Elles en sont conscientes. Je suis un conservateur qui a passé plus de 30 ans sur le terrain. Elles sont conscientes que les espèces de faune qu'elles utilisaient dans le cadre de la subsistance commencent à être rares, puisque les populations font de la chasse de subsistance. Elles sont conscientes aussi que les espèces précieuses de bois qu'elles utilisaient, ne serait-ce que par la pharmacopée traditionnelle par exemple, se rencontrent de moins en moins à cause de la pression sur la couverture végétale. Elles sont conscientes aussi du fait que les cours d'eau ne coulent plus de la même façon actuellement que par le passé. Chacun le sait déjà dans son village. Donc les populations en sont conscientes, mais elles ne mesurent pas l'ampleur du processus, elles ne mesurent pas l'ampleur du phénomène. C'est la raison pour laquelle il faut faire en sorte qu'on puisse les situer dans le temps, puisqu'il faut avouer que le paysan ne passe pas dans le long terme, il ne passe que il ne passe qu'au moyen et au court terme, surtout le court terme pour satisfaire ses besoins de base. Bien sûr, le quotidien. Exactement, pour gérer le quotidien. C'est pour ça qu'il faut les faire réfléchir, pour leur faire comprendre qu'ils étaient dans une situation passée 30-40 ans aujourd'hui. Quand on fait un recul dans le temps, elles comprennent. Vous leur demandez, depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans, comment vous étiez? Les paysans vous développent la situation dans laquelle elles étaient en ce moment. Aujourd'hui, comment vous êtes? Les paysans vous font la différence entre le passé et l'actuel. Et quand vous les amenez à réfléchir, ils vont vous dire, tel que nous étions dans le passé, aujourd'hui, le passé était mieux qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui sera encore mieux que demain. Donc, les conseils à les donner, c'est les amener à réfléchir, à s'approprier de cette réflexion et à agir en les appuyant naturellement. Puisque dans la recherche du quotidien, il faut avouer que les gens, ils n'ont pas beaucoup de moyens. Ils sont obligés de gérer les ressources qu'ils ont à disposition. D'accord. Donc, les conseils que je peux donner, c'est les amener à cette réflexion stratégique. Et une prise de conscience. Pour la prise de conscience et pour les rendre même responsables de leur habitat, de leur milieu, de leur environnement,
pour qu'ils agissent de façon à prélever ce qu'il y a aujourd'hui pour satisfaire les besoins, mais en ayant à l'esprit aussi que les enfants qui sont mis au monde et les petits-enfants ont leur part de responsabilité ou ont leur part de ration dans ce qu'ils vont laisser. D'accord. Donc les amener dans ce sens. Ok. Mon colonel, autre préoccupation, c'est aussi les zones minières. Vous savez, quand on regarde Sigirim par exemple, Boké, c'est une destruction massive de la forêt, de la savane. Aujourd'hui, est-ce que ces sociétés minières contribuent à la restauration du couvert végétal? Je ne saurais me prononcer sur cette question parce que entre les sociétés minières et le ministère de l'Environnement, il y a deux traits d'union. Le premier trait d'union, c'est les études d'impact environnemental et social. Ok, avant de les sociétés minières, oui, oui. Voilà, avant tout travail, oui. Tous les travaux, soit d'exploration, d'exploitation, oui. est assujetti à cette étude d'impact environnemental qui est validée, ou à une notice d'impact environnemental selon la portée, selon les dimensions de la société minière. Et lorsque cette étude d'impact environnemental est validée, elle aboutit à un plan de gestion environnementale et sociale. Un plan dans lequel la société minière en cause s'engage à mettre en œuvre des activités de restauration des milieux dégradés. Je ne suis pas ce processus au sein des sociétés minières, je ne saurais le dire, mais il appartient au ministère de l'Environnement de mettre en œuvre, tel que cela se fait actuellement, des mesures d'inspection. D'accord. En tout cas, il revient au ministère de l'Environnement de veiller sur cet aspect. On ne peut pas se quitter sans dire un mot sur la mise en place du nouveau Premier ministre de la Transition en tant que citoyen. Votre avis? Bon, en tant que citoyen, il faut avouer que le parcours, le background du Premier ministre qui nous est parvenu laisse espérer, parce que son curriculum vitae montre que c'est un technocrate de haut niveau, oui, qui a de solides relations au niveau international. Nous souhaitons vivement que ce cursus qu'il a parcouru sur le plan professionnel, qu'il le mette à profit pour aider cette transition. Car une période de transition est une période d'exception au cours de laquelle on pose les jalons, on pose les bases pour l'après-transition. Il s'agit donc d'un PM qui a été hautement apprécié par la communauté au niveau national. On a vu ça quand même. Exactement, tout le monde est conscient. Ah oui. Que par rapport au cursus, c'est excellent. Ah oui. Nous souhaitons que ce cursus aussi soit doublé d'un engagement. Ah oui. Que ça soit concrétisé. Exactement, pour transformer le cursus en engagement volontaire pour aller de l'avant pour la Guinée. D'accord. Colonel Aboubakar Oulari, nous sommes sur la ligne d'arrivée de cette émission. Vous avez un dernier mot? Le dernier mot que je peux dire, c'est que notre pays doit se préoccuper davantage, comme les autres nations aussi, à la préservation de la nature, à la préservation de l'environnement. Parce que la Guinée est le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, en raison non seulement de la pluralité de cours d'eau qui prennent naissance ici, avec beaucoup de bassins versants soudano-sahéliens qui se jettent dans l'océan Atlantique plus loin d'ici, mais également nous sommes un espoir en ce qui concerne la biodiversité. Notre pays renferme beaucoup de zones d'importance pour la biodiversité, beaucoup de massifs forestiers importants, dont des forêts denses et humides, qui constituent vraiment les derniers reliques de ce type de formation forestière en Afrique de l'Ouest. J'invite donc les uns et les autres à faire en sorte que nous puissions maintenir davantage cette position privilégiée dont nous a doté Dame Nature, et que cela puisse être converti en opportunité de financement pour nous. Et je vous remercie. D'accord. Merci d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission, l'invité de la semaine. Merci à Mohamed Lamine Touré et Mohamed Bangoura à la technique. Les programmes continuent sur Guinée Buzz. À bientôt.